Donc, d'abord, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence, cinquième conférence d'une série de, je ne sais plus, 10? 8? Enfin, cinquième conférence du cycle 2010-2011 des conférences Salon Double sur la littérature contemporaine. Mon nom est Pierre-Luc Landry pour la personne dans l'assistance qui ne me connaît pas. Et j'ai le plaisir ce soir d'animer notre seul événement à Ottawa de la saison. On a prévu s'implanter tranquillement dans la région, en plus de nos événements à Québec et à Montréal. Donc l'année prochaine, on reviendra avec un programme un peu plus bonifié. Mais avant de présenter la conférence de ce soir, je vais dire quelques mots sur Salon Double pour vous introduire un peu, en fait, ce que c'est notre mission. Salon Double, c'est un site Internet d'abord que vous trouvez à l'adresse salondouble.contemporain.info. Et c'est un observatoire de la littérature contemporaine qui tente de faire le portrait de la production littéraire actuelle sans restriction de genre, de support ou de sphère géographique. Et Salon Double est soutenu par la chaire de recherche du Canada en littérature contemporaine de l'Université Laval et le Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire Figura de l'Université du Québec à Montréal. Ce que Salon Double vise d'abord, c'est mettre en lumière les singularités des œuvres textuelles ou électroniques actuelles. Sa position mitoyenne est entre le journal et la revue scientifique et élargit l'accessibilité à la recherche contemporaine. De fait, on tente de constituer une vitrine davantage encadrée pour des œuvres qui forcent le discours critique à se réinventer. Et pour arriver à une redéfinition des paramètres, le discours sur la littérature contemporaine doit surmonter une double résistance, c'est-à-dire d'une part aller au-delà d'un certain cynisme qui prévaut, qui est selon nous un manifeste d'un essoufflement de l'espoir en un renouveau de la littérature, et d'autre part reconnaître l'ancrage de la production étudiée au sein d'une filiation littéraire. Salon Double propose ainsi des chemins de traverse aux lecteurs intéressés par un corpus moins fréquenté où les médias sont intégrés et la notion d'œuvre constamment remise en question. Nous tenons alors le pari, par ce moyen de recensement et de veille critique, d'apporter notre contribution à l'élaboration du contemporain. Et la série de conférences que nous avons amorcées à Montréal à l'automne et qui se poursuivra ce printemps à Montréal et à Québec propose aux lecteurs curieux de se rassembler en fin de journée pour discuter de la littérature contemporaine dans un cadre plus convivial que celui d'une salle de classe, par exemple. Donc un cadre tout à fait bien illustré aujourd'hui dans ce petit salon intime. Le comité de rédaction, c'est-à-dire Amélie Paquette et Simon Brousseau de l'Université du Québec à Montréal, Viviane Asselin de l'Université Laval et moi-même avons invité des professeurs de littérature à venir nous parler de leur pratique de la création, des œuvres, des thèmes et des problématiques qui les intéressent. Et vous serez invités à échanger avec Madame Telmisani tout à l'heure. On a un micro que je ferai circuler si vous avez des questions à poser ou des réactions. Donc, la conférence de ce soir, notre conférencière, c'est Madame May Telmisani, auteure, traductrice et critique de cinéma et professeure au département des langues et littératures modernes de l'Université d'Ottawa, où elle enseigne le cinéma, la culture et la littérature arabe. Elle est née au Caire, en Égypte, et écrit autant en français qu'en anglais et en arabe. Ses romans, Doni Azad, paru chez Actes Sud en français en 2000, et Héliopolis, toujours chez Actes Sud en 2002, ainsi que ses recueils de nouvelles, ont été acclamés par la critique aussi bien égyptienne que française. Doni Azad lui a d'ailleurs valu le prix Arte Mare de Bastia en France en 2001 et le prix d'encouragement de l'État du ministère de la Culture au Caire en 2002. Et Doni Azad a été traduit en anglais, en français, en allemand, en espagnol, en catalan et en néerlandais. Son dernier livre, Les Murailles du Paradis, a été publié au Caire en 2009. C'est un recueil de fragments sur son expérience canadienne et ses retours successifs en Égypte. C'est ce dont elle nous entretiendra ce soir dans une conférence qui s'intitule « Les Murailles du Paradis, chronique d'une immigration ». Donc, bien que cette présentation souffre par sa brièveté, je vais m'en tenir à ces quelques mots et je vais céder tout de suite la parole à Madame Telmisani. Bon, rebonsoir tout le monde. Je sais que vous allez me dire si ma voix, ça va, si vous m'entendez, ok. Je suis heureuse d'être là parce que Les Murailles du Paradis, qui est le dernier livre, le dernier né, celui-là, et ça c'est ma propre copie, donc je note plein de choses dessus quand je fais des lectures. Je viens de faire un lancement en Égypte en décembre, juste avant les incidents, les manifestations qui ont eu lieu en décembre, en janvier. Et là, j'ai noté toutes les places où j'ai été pour parler du livre, etc.
c'est un livre qui attire beaucoup l'attention du lecteur égyptien parce qu'il y a très peu d'écrivains qui ont vécu en dehors de l'Égypte, mais pas en Europe. Donc les Égyptiens qui ont vécu en Amérique du Nord, par exemple, n'ont pas toujours écrit sur leur expérience nord-américaine. Et le Canada est un pays qui n'est pas très bien connu en Égypte non plus. Donc les gens avaient beaucoup d'intérêt à lire mes comptes rendus sur la vie au Canada, la neige, les détails sur, je ne sais pas, la vie quotidienne, mais aussi sur la politique, etc. Donc ce sont des chroniques qui font le va-et-vient un petit peu entre les deux mondes. Et étant donné que moi-même, je rentrais en Égypte, je suis arrivée au Canada il y a 13 ans, mais je rentre en Égypte au moins 2 fois par année, des fois plus, parce que j'aimerais garder mes liens avec les lecteurs égyptiens, mais aussi avec le milieu littéraire égyptien, etc. Mes retours fréquents donc au Caire m'ont permis d'avoir un regard différent sur ma propre ville, sur mon propre pays, sur où est-ce que ce pays est en train de se diriger, et donc d'écrire ces chroniques et de les publier dans une revue égyptienne était un pont que je voulais créer avec ce public-là pendant les 4 dernières années. Je me suis arrêtée il y a seulement 2 semaines. Mes toutes dernières chroniques publiées en Égypte, c'était il y a 2 semaines. Donc 2 semaines, jour pour jour, de la révolte ou de ce qu'on appelle la révolution égyptienne qui est en train de se faire aujourd'hui. Et la raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est que j'avais commencé une série d'articles qui s'appelait l'État-nation. Donc j'ai publié l'État-nation 1, l'État-nation 2, l'État-nation 3. Et dans les 3 articles publiés dans cette revue, qui est une revue publique de l'État, possédée par l'État, parlait surtout de la Constitution et de mon désir de faire des changements au niveau de la Constitution égyptienne pour ne pas considérer l'Égypte comme un pays musulman. La constitution égyptienne a été créée vers la deuxième moitié du 19e siècle et a été amendée à plusieurs reprises, changée à plusieurs reprises. Seulement dans les années 1970, on avait ajouté à la constitution un article qui dit que l'Égypte est un pays musulman, où la religion musulmane est la religion principale du pays. Et la charia, qui est la loi islamique, est la source fondamentale de la législation. Et donc j'ai décidé que le plus grand danger qui nous guette, nous en tant qu'Égyptiens, mais aussi partout dans le monde arabe, c'est cette définition-là de notre rapport avec la religion, le rapport entre l'État et la religion. Et j'ai décidé donc d'écrire une série pour changer la Constitution. Donc ça n'a rien à voir avec mes romans. Et je pense que lorsque j'ai parlé la dernière fois, j'avais parlé vraiment de l'écriture fiction et comment je veux me distinguer en tant qu'écrivain, en tant que romancière, de ce désir-là d'utiliser la littérature comme un instrument de propagande. Alors mon écriture fictionnelle n'a rien à voir avec tout ça. C'est toujours une écriture qui cherche l'intimisme. Doniazade, par exemple, est l'histoire d'une maman qui perd sa fille le jour de sa naissance et comment cette mère, elle va décider de faire un 2e enfant. C'est un roman que je commence par la mort de Doniazade, qui est la fille de cette mère, de la narratrice, et qui se termine par la décision de faire un 2e enfant. Et en chemin, la maman parle de plusieurs pertes. Donc elle décide par exemple de vendre la maison de la famille, elle perd la maison de la famille, elle perd son emploi, elle décide de démissionner de cet emploi, jusqu'au moment où petit à petit elle découvre que la mort habite sa vie de toute manière, qu'elle ne peut jamais oublier cette fille qu'elle décide d'appeler Doniazade, même si elle n'a pas vécu, elle n'a jamais vécu, elle est née morte. Et elle décide de l'appeler Doniazade et comment elle va décider à la fin donc de faire un 2e enfant. Donc c'est un sujet qui n'a rien à voir, comme vous pouvez le constater, n'a rien à voir avec la politique.
ni avec ma position, moi, en tant que romancière, etc., égyptienne, de famille musulmane, et on sait très bien ce que l'Égypte traverse ou a traversé au cours des 40-50 dernières années. C'était un pays glorieux à un moment donné de l'histoire et ce ne l'est plus malheureusement. Donc c'est un pays qui est en déclin et tout le monde s'attend tout le temps d'un auteur arabe ou d'une auteure égyptienne comme moi de parler de ces problèmes-là dans la fiction, dans le roman. Et moi, je veux revendiquer un autre droit, c'est-à-dire le droit de devenir un auteur libre, entre guillemets, d'écrire ce qu'il veut. Et ce que moi, je voulais écrire à travers mes recueils de nouvelles, mes romans, etc., était en rupture totale avec la politique. Donc ça n'a jamais été un manifeste, ni le roman pour moi n'a jamais été un manifeste, ni une façon de rentrer en contact avec le grand public pour changer le monde. C'était l'espace très limité que je prenais moi-même en tant qu'individu ou en tant que sujet, loin de tout ce qui se passe sur la scène sociale ou politique, tout en ayant quand même, si on lit entre les lignes, des liens, de toute manière, des liens qui sont là entre la réalité que l'on vit et puis l'histoire. Le deuxième roman que j'ai écrit s'appelle Héliopolis et c'est un roman qui est semi-autobiographique, un peu comme Don Yazad. Il parle de mon quartier natal, qui est le quartier cosmopolite d'Héliopolis. C'est un quartier qui a été construit au Caire au début du XXe siècle par un industriel belge. Et c'est un industriel qui a décidé de construire toute une ville dans le désert. Et relier cette ville dans le désert qu'il a appelée Héliopolis, en se basant évidemment sur l'histoire ancienne, la ville du soleil, etc., du temps des pharaons. Relier donc ce nouveau quartier ou cette nouvelle ville d'Héliopolis à la ville du Caire par des lignes de métro. Donc c'était un industriel du transport. Il s'appelle le baron Ampin. Moi, je suis née dans cette ville-là en 1965, donc en plein milieu... Non, dans la deuxième moitié du régime de Nasser, qui était le premier président égyptien et qui avait amené un régime plutôt socialiste dans le pays. Et j'ai vécu donc 5 ans sous Nasser. En 70, il est mort et c'est Sadat qui prend la relève. Sadat reste au pouvoir pendant 11 ans. Ensuite, il est assassiné par les intégristes musulmans. Et entre 70 et 81, c'est Sadat. Et entre 81 et 2011, c'est notre président que les gens appellent off the record, la vache qui rit. Donc, c'est ce président-là dont on essaye de se séparer à travers les manifestations couramment, qui sont à présent en Égypte, qui se font à présent en Égypte. Alors, Héliopolis, donc, parle d'une jeune fille qui, au début du roman, elle a 5 ans. Elle est probablement née comme moi en 1965. Donc, elle a 5 ans au début du roman. Et c'est là où Nasser meurt, d'une mort, dit-on, naturelle. Il y a d'autres théories, mais on va aller avec la théorie d'une mort naturelle. Et là, donc, il y a un changement. Et le roman commence par les funérailles de Nasser. Donc vous allez voir que là, les funérailles de Nasser, le roman est traduit aussi en français, si vous n'avez jamais le loisir de le lire, vous allez voir que ça commence donc par les funérailles, mais du point de vue de la fille qui a 5 ans. Ce qui fait que toute l'histoire avec ce qu'on peut imaginer avec un grand H, etc., devient une petite histoire. C'est la petite histoire de cette petite fille qui est en train d'écouter monter de la place publique les chants des gens qui étaient complètement dévastés par la mort de Nasser. Il y a eu des millions dans les funérailles de Nasser, tellement c'était un leader populaire, etc. Tout le monde l'aimait et tout. Et le roman se termine en 1971. Donc cette fille-là qui commence à l'âge de 5 ans, elle a 16 ans à la fin du roman. Et 1971, c'est l'assassinat de Sadat. Et ce sont mes propres souvenirs, donc je ne l'invente pas. L'assassinat de Sadat, on était tous à la maison. On regardait à la télé, il y avait une sorte de parade militaire, etc. Et puis un groupe d'intégristes
un assassin en particulier s'approche, tire sur Sadat. Il a peut-être reçu 15 ou 16 balles dans son corps et il est mort sur le champ. Et tout le monde regardait ça à la télé comme une réalité virtuelle. Quand il y a eu les funérailles, personne n'est sorti dans les rues. Il n'était pas populaire du tout. Et j'essaye donc de couvrir les années 1970, le régime de Sadat, qu'est-ce qui a changé dans le pays, mais à travers le point de vue d'une enfant de 5 ans qui commence à avoir un peu de conscience, etc. Donc il y a toujours cette dimension intimiste que j'essaie de revendiquer, qui est un autre point de vue sur l'histoire, un autre point de vue sur la réalité, un autre point de vue sur la psychologie des personnages, mais qui n'est pas relié directement à une position politique quelconque. Pourquoi je dis ça? Je le dis parce que la plupart du temps, les auteurs égyptiens qu'on connaît, jusqu'aux années 70 et qui sont maintenant très très connus, ont toujours écrit à partir d'une position politique et se prenaient toujours pour les messagers du peuple. Donc moi, en tant qu'auteur, je me pose en tant qu'auteur et je sais la réalité, je sais la vérité avec un grand V, je vais la transmettre à la population et comme ça on va changer le monde. Alors c'est complètement illusoire à mon avis, ils n'ont jamais rien changé, ils ont juste eu la prétention de changer quelque chose alors qu'ils sont restés très proches de l'institution. La plupart de ces auteurs-là, les grands auteurs de l'Égypte, les grands romanciers sont restés rédacteurs en chef de telle ou telle revue, etc., invités un peu partout dans le monde, traduits, donc reconnus en tant qu'auteurs, mais leur littérature est restée, à mon avis, prétentieuse à ce niveau-ci. Donc, c'est un peu le cheminement de ce que j'ai fait, mes recueils de nouvelles parlent un peu de... J'ai quelques nouvelles érotiques, par exemple, ou des nouvelles qui parlent de... je ne sais pas, d'un amour entre deux femmes, des choses comme ça, qui sortent un petit peu, encore une fois, de cette représentation de l'auteur ou de l'écrivain arabe qui doit représenter la société. Donc je choisis toujours des marginaux où je choisis la marge et j'écris à partir de cette marge-là, qu'elle soit une marge historique ou une marge sociale. Ça nous mène vers les murailles du paradis. Et pourquoi, dans les murailles du paradis, je voulais exploiter et explorer une autre dimension de l'écriture, c'est-à-dire l'écriture des chroniques. C'est toujours des fragments. Je base toujours mon écriture sur l'idée d'écrire fragment par fragment et puis d'essayer de relier ces fragments ensemble dans un certain contexte afin de raconter une histoire. Donc je reste très proche de cette idée-là de l'histoire. J'aime raconter des histoires, mais sans la linéarité des histoires. Il faut que ça représente, de mon point de vue ou à mon avis, il faut que ça représente ce doute-là qui est le doute fondamental de tout écrivain, dans la vérité ou la réalité bien faite, comme un tableau fini. Donc le fragment me permet d'aller toucher à tel ou tel moment, à telle ou telle dimension, à tel ou tel personnage, le laisser pour bouger vers quelque chose d'autre et revenir peut-être pour faire un lien ou une transition. Et dans les murailles du paradis, c'est un peu ça ce que je fais. Les va-et-vient, donc l'idée du mouvement tel que je l'ai peut-être expliqué un petit peu ici, l'idée du mouvement, c'est de montrer qu'il n'y a rien de fixe. On s'arrache tout le temps à un territoire. Ça vient de Deleuze, comme je l'explique un peu dans le petit texte qui est publié dans le pamphlet. On s'arrache, on se déterritorialise, si on utilise le terme deleuzien, parce que toute stabilité est mort, parce que toute stabilité crée des racines et moi je veux me déraciner tout le temps. Alors le déracinement est un mouvement qui me permet de vivre. Ce qui fait que je voulais exprimer un peu ça par rapport au thème de l'exil, par rapport au thème de, voilà, une Égyptienne au Canada, qu'est-ce que je viens faire au Canada. La neige, ça reste toujours mon problème ultime. Je n'arrive plus à gérer ma relation avec la neige et je pense que la neige me déteste aussi. C'est mutuel. Ce qui fait que... à l'intérieur de ce mouvement-là, que j'essaye de créer de deux façons différentes,
à la fois par l'écriture du fragment, surtout dans les murailles du paradis, mais aussi dans tous mes textes, c'était un peu ça. C'était basé sur des fragments que je colle ensemble pour constituer un tableau. On dirait un patchwork. Et donc il y a ce fragment-là, ce désir de rentrer dans le monde ou de voir le monde à travers les fragments. Et l'autre façon de voir les choses et l'autre façon d'écrire, c'est de bouger tout le temps entre divers styles, diverses façons de vision du monde, etc. Mais aussi à travers la géographie, créer une nouvelle cartographie, bouger sur la carte. Et puis me déplacer, et avec ce déplacement-là, je redeviens moi-même, je redeviens l'auteur que j'aimerais être, c'est-à-dire une nomade. Donc le sous-titre qu'on a finalement choisi pour Les Murailles du Paradis au lieu de Chronique d'une immigration, parce que je ne me sens pas seulement comme une auteure immigrée. On a choisi la traductrice et moi-même Chronique nomade. Alors ça va être un peu ça le sous-titre, parce que dans le style deleuzien aussi, le nomadisme est un élément fondamental pour comprendre mon rapport avec l'État-nation. Gilles Deleuze, il dit le nomade, c'est celui qui refuse l'oppression de l'État-nation, qui refuse la structure de l'État-nation en général. Je sais que ça peut être un thème un peu sensible au Québec, parce que des fois, il y a certains Québécois qui veulent affirmer ce qu'ils appellent la nation québécoise. Et donc, si moi j'arrive et je dis en tant que... J'étais québécoise, n'est-ce pas, jusqu'à il y a 3 ans. Après, j'ai changé mes papiers, je suis devenue ontarienne. Je ne sais plus qui je suis maintenant, n'est-ce pas? Je suis entre égyptienne, canadienne, québécoise, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai vécu donc à Montréal pendant 9 ans de mes 13 ans d'immigration. Et je sais que c'est un thème très, très fondamental dans la culture québécoise. Mais moi, je le prends d'un autre point de vue, qui est un point de vue plutôt philosophique, n'est-ce pas? Et dans cette philosophie-là, j'essaye de voir comment le nomade que je suis, le nomade que Gilles Deleuze était, c'est un nomade qui essaye de sortir de la structure de l'État-nation, mais aussi de la structure d'une pensée État-nation. Il a un texte fondamental qui s'appelle « Traité de nomadologie », dans lequel, une centaine de pages, dans lequel il décrit plusieurs moments de l'histoire du nomadisme à travers le monde, et il prend surtout des exemples de l'histoire médiévale, etc. Mais l'essentiel, c'est quand il dit, à mon avis, est-ce qu'il y a moyen d'extraire, d'enlever la pensée à la politique? Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est fondamentalement ce que j'ai toujours essayé de faire comme romancière, comme écrivaine, que ce soit en Égypte ou maintenant au Canada. Est-ce qu'il y a moyen d'extraire la fiction à la politique? Et je pense qu'il y a moyen, et plusieurs moyens. Dans Les Murailles du Paradis, c'est un peu ça. Quand vous allez lire la traduction, vous allez voir que je ne suis pas du tout l'égyptienne que l'on peut imaginer. Et je ne suis pas non plus la canadienne / québécoise qu'on puisse imaginer. Parce que je suis toujours critique vis-à-vis des Égyptiens et je suis toujours critique vis-à-vis des Canadiens et des Québécois. Quand il y a cet essentialisme-là de la pensée politique qui s'impose à nous en tant qu'individus et en tant que sujet. Et donc, je revendique quelque chose qui est de l'ordre de la subjectivité créatrice. Et à travers Les Murailles du Paradis, là, je vais conclure un peu, qu'on puisse discuter. Ce que j'essaye de dire par le titre, c'est que chaque fois qu'on imagine qu'il y a un paradis quelque part, n'est-ce pas? Parce que le mouvement, c'est un peu... dans la dynamique du mouvement, on a toujours cette recherche-là, la recherche d'aller vers un lieu différent, mais meilleur, probablement, n'est-ce pas? Sinon, pourquoi on bougera? Pourquoi on voudra devenir comme le nomade à la recherche d'un point d'eau, hein? On cherche le point d'eau, on cherche le bonheur, et on est tous pareils.
alors moi, en faisant le chemin de l'Égypte vers le Canada, j'avais plus ou moins les mêmes revendications. Je pensais que je trouverais peut-être mon bonheur au Canada. Et ça s'est réalisé partiellement parce qu'en fait, en arrivant ici, c'était pour faire mon doctorat en cinéma. C'était presque impossible de le faire en Égypte, tellement tout le système de l'éducation est en déclin. Il n'y a pas de livres, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de liberté de penser, il n'y a rien. Il n'y a personne avec qui on parle, on peut parler, échanger, etc. L'Égypte ne produit pas de pensée, malheureusement. Alors, je me suis dit, au Canada, c'est ça que je vais avoir et ça va être ça mon oasis, la place où je vais trouver le bonheur que je cherche au niveau de la recherche, au niveau de la pensée, au niveau de l'écriture, etc. Et ça s'est réalisé partiellement. Mais finalement, l'autre élément qui devient très, très clair dans ma tête, c'est le fait qu'il n'y a pas de paradis, en fait. Parce que partout où l'on va, ce paradis-là a des murs. Et c'est nous autres qui créons les murs des fois. Peut-être que ce paradis imaginaire, il arrive avec son propre mur. Alors, hein, peut-être que le Canada, avant mon arrivée, avait ses murs aussi. Sauf que moi, dans mon imagination, je pensais que waouh, c'est là où tout sera parfait enfin. Mais rien n'est parfait, n'est-ce pas? Alors j'ai découvert petit à petit quels seront les murs du Canada, n'est-ce pas? Je viens d'un pays où les murs se dédoublent à vue d'œil. Donc partout où on va, on est heurté à un mur quelconque. Mais j'ai réussi dans ce pays pendant 30 ans au moins à vivre et à être moi-même. Et donc, ça m'a fait réfléchir sur les façons dont chacun de nous développe pour vivre dans un paradis avec des murs et essayer de créer tout le temps des petits trous dans le mur pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du mur, essayer des fois de se faire des ailes et voler par-dessus les murs. Il y a toujours moyen de contourner tout ça. Alors, les murailles du paradis, ça vient un peu de cette idée-là. C'est ce va-et-vient entre l'Égypte et le Canada et cette découverte-là qu'il n'y a pas de paradis et que le seul paradis qu'on peut se créer, c'est effectivement dans notre imagination, parce que partout où l'on va, il y a les murailles du paradis qui nous guettent, qui nous attendent. Alors voilà. Je ne sais pas, je vous laisse l'occasion de réfléchir sur tout ça, de me poser des questions. Et peut-être aussi, à un moment donné, je peux vous lire des extraits des murailles du paradis. Alors, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Des gens qui voudraient intervenir? On fait circuler le micro, c'est pas amplifié, c'est juste pour l'enregistrement. Quelqu'un voudrait briser la glace? Ben moi, j'aurais une question à vous poser, en fait. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit au début, quand vous parliez de l'histoire avec un grand H, bon, qui était à l'origine, si on veut, des romans que vous aviez écrits, mais qui n'en étaient pas la trame de fond ni l'histoire. Donc, vous avez opéré d'une certaine façon un changement entre le H majuscule et le H minuscule. Et par rapport à ça, c'est que ça me fait penser un peu à d'autres écrivains. Malheureusement, j'ai une connaissance... je vais dire nulle de la littérature arabe et égyptienne, mais ça me fait penser à des écrivains français, en fait, comme Annie Ernaux, je sais pas si... Oui, donc c'est ça, j'y ai vu un parallèle d'une certaine façon entre votre façon d'appréhender l'histoire dans la fiction et sa façon de faire de l'auto-sociobiographie, comme elle appelle, ou du journal extime. Et j'aimerais savoir où vous vous situez, vous dans cette esthétique contemporaine-là de la biographie sociologique, si on veut, ou du roman historique, mais avec un petit H, ou enfin, on l'appellera... Je pense que ça a à voir, en fait, avec la question du genre de l'auteur.
Parce que Annie Ernaux ou moi-même ou plein d'autres écrivaines qui sont même plus best-sellers, un peu comme Amélie Nothomb, etc. Tout ce monde-là et Darrieussecq, enfin, toutes ces auteurs femmes revendiquent ce qu'on appelle l'histoire non officielle avec le petit H. Donc un point de vue sur l'histoire qui n'est pas forcément l'histoire qui est institutionnalisée, reconnue, etc., mais qui raconte d'un point de vue plutôt féminin, féministe, dépendamment de la position de chaque auteur, qui raconte donc une tranche de cette histoire qui semble complètement triviale, non importante, etc., mais qui, du point de vue de cet auteur et du roman que cet auteur présente, devient une source fondamentale qui complète peut-être l'histoire officielle, mais une source fondamentale de connaissances et de savoir, dont on ne peut pas se passer. Donc il y a d'abord le point de vue. Je pense que c'est un point de vue plus ou moins féminin si on cite Ernaux et tout... Annie Ernaux et toutes les auteurs que j'ai cités là, et je pense que je fais partie un peu de cette lignée. Donc c'est une revendication de la voix, mais c'est aussi la revendication d'une vérité avec, ou d'une multiplicité de vérités avec un petit V. Parce que l'histoire, et moi je vois ça comme professeur quand j'enseigne à mes étudiants, c'est tout le temps gravissime d'essayer de déloger un petit peu, de déstabiliser un petit peu la confiance que l'étudiant a dans l'histoire avec un grand H. C'est comme... donc on essaye de dire, c'est quand même une vision, c'est quand même un point de vue, c'est quand même une personne ou un groupe de personnes qui ont écrit ce livre-là. Ce n'est pas sacré. Et il faut créer un rapport critique avec ce qui a été écrit, parce qu'il a été écrit à un moment donné de l'histoire pour répondre à certains besoins de l'histoire. Il y a eu des événements qui se sont passés de telle manière, mais il n'y a aucune histoire qui est en dehors de l'interprétation. Donc, alors dans la façon, dans l'écriture que je revendique, il y a ce rapport un peu dialectique avec l'histoire avec un grand H pour déstabiliser cette histoire, mais aussi pour proposer de petites histoires qui semblent peut-être anodines ou peu importantes, mais qui représentent pour moi une source de connaissances fondamentales. Et c'est une revendication qui est générationnelle aussi, je pense, parce que dans ma génération d'auteurs, là, on parle en Égypte surtout d'auteurs qui ont dépassé les 70, 80 ans, des fois, et qui sont des grandes sommités que j'admire et tout, mais qui n'ont pas la même vision de la réalité que quelqu'un de ma génération a. Et puis, il y a d'autres générations d'écrivains qui sont plus jeunes même que moi, en Égypte maintenant, qui trouvent que ce que je dis est trop conservateur et qu'il y a moyen de dépasser ça. Donc, si on ne continue pas dans ce mouvement, la littérature meurt tout simplement. Et cette dimension-là de la petite histoire est une des dimensions les plus importantes, à mon avis, dans ce qui s'écrit en Égypte aujourd'hui. Parce qu'on dépasse la grande histoire, le sentiment d'être un missionnaire. L'auteur se voit vraiment comme un prophète. C'est malheureux de dire ça. Parce qu'on n'est pas prophète, on est juste des... Peut-être que les écrivains ont une vision quelconque, une interprétation quelconque, mais ils n'amènent pas la grande vérité pour que les gens se réveillent de leur torpeur, etc. Ceux qui amènent ces changements-là, c'est les gens qui sont maintenant dans les rues, dans la place El Tahrir, et qui, depuis 2 semaines, sont là pour des démonstrations. C'est un changement majeur comme celui-là ne viendra pas d'un écrivain qui, tout au plus... C'est-à-dire que ce livre-là, Les Murailles du Paradis, c'est la première édition. Il y aura une 2e édition bientôt. On a fait 1000 exemplaires. Dans un pays qui compte 80 millions d'habitants, dans un monde arabe qui compte 320 millions d'habitants. Donc, il faut relativiser les choses, n'est-ce pas? C'est 1000 exemplaires. Disons que chaque exemplaire sera lu par 5 personnes, si on est très optimiste. Parce que la famille achète et puis tout le monde lit, d'accord? 5000. Qu'est-ce que ça va changer?
Ça change absolument rien. Mais chacun fait sa petite chose. Moi, j'écris mes romans et puis le politicien fait ses discours politiques et puis le boulanger fait du pain and that's it. Mais il y a 20 ans, il y a 30 ans, ce que je dis maintenant sur la littérature aurait pu ressembler à une hérésie dans le milieu égyptien. Parce que tous ces écrivains-là avaient cette posture. Je suis là, j'éduque la population, je vais changer le monde. Je sais que c'est un peu triste de penser comme moi. C'est plutôt plus avantageux de penser comme cet autre-là, qui dit oui, avec l'écriture, on change le monde. Moi, je reste très sceptique par rapport à ça. Et donc, mon scepticisme s'étend sur l'histoire avec un grand H. Mais c'est intéressant, puis si vous me permettez, j'aimerais continuer là-dessus, puisque ça me fait penser à Alfred de Vigny dans son drame sur Chatterton, qui compare l'Angleterre à un bateau, et puis vous disiez, il y a le boulanger qui fait son pain, le politicien, etc. Et puis, il donnait à l'écrivain le rôle de gouverner le bateau d'une certaine façon, donc en haut du mât, et de regarder et d'avertir ce qui s'en vient. Donc, pas un prophète, mais d'une certaine façon un visionnaire, si on veut. Et puis, malgré ce que vous dites, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de ça derrière votre démarche, c'est-à-dire que sans vouloir être prophète, vous utilisez quand même la littérature pour montrer justement cette petite histoire-là et cette petite vérité-là. Et si on continue à jouer sur les sens du mot histoire, on avait l'histoire avec le grand H, qui est l'histoire officielle, politique, sociologique et tout ça, la petite histoire, l'histoire des écrivaines. Vous avez parlé des femmes, mais je pense qu'on pourrait peut-être ajouter d'autres types de marginaux comme les sidéens chez Hervé Guibert, par exemple, mais il y a aussi l'histoire comme fable, donc comme récit au sens narratologique. Et puis, je me demandais, d'ailleurs, je me demande, puis en même temps, j'ai l'impression de savoir ce que vous allez répondre, mais je vais vous poser la question quand même. Est-ce que la fiction, justement, est un véhicule plus... est-ce que vous préférez ce véhicule-là à un autre pour la petite histoire? Alors que dans l'essai, par exemple, vous y allez peut-être un peu plus dans l'histoire officielle, c'est-à-dire que vous disiez tout à l'heure que vous aviez écrit une série de chroniques sur l'État-nation et tout ça. Donc, est-ce que la fiction pour vous, la fiction, c'est quel type de véhicule par rapport à l'essai? Je ne veux pas généraliser, bien entendu, parce que je ne dis pas, oui, voilà, je ne dis pas que c'est ça la littérature ou ce n'est pas ça la littérature. Je m'en fiche de cette grande théorisation. Je laisse ça pour d'autres. Mais pour ce que je veux écrire moi-même, dans la fiction, j'ai toujours l'impression que si je pars d'un moment d'urgence politique, mettons, je suis sur Facebook 24 heures sur 24 maintenant pour voir ce qui se passe en Égypte et tout. Donc, je contacte mes amis et tout ça. Et j'ai eu pas mal de gens sur Facebook que je ne connais pas, mais qui sont des amis qui suivent mon écriture un peu, qui me disent, voilà, c'est le moment de nous sortir un roman sur... Pour moi, c'est impensable de partir de cette urgence historique-là et de prétendre que je peux créer une fiction. C'est impensable. D'abord, ça salit la fiction. Ça, il faut le dire tout de suite. Parce qu'avec une œuvre de fiction, il faut avoir une distance énorme par rapport à cette urgence-là. Ça risque de créer un grand mélodrame ou un grand roman de propagande ou quelque chose comme ça. Et ce risque est fondamentalement anti-fictionnel. Donc, je préfère, n'est-ce pas, garder mes distances. Et en même temps, il y a d'autres moyens, comme tu l'as très bien dit, l'essai, par exemple, qui peut permettre donc de s'impliquer dans les démonstrations, de s'impliquer dans le changement du pays, de faire appel à des gens pour qu'ils puissent participer et tout ça, sans rentrer dans le domaine du roman, ni même du récit parabolique, par exemple, etc. On peut facilement séparer les deux domaines. Et moi, je le fais dans ma fiction. Donc, dans les romans et dans les récits, dans les nouvelles, il est hors question que l'élément déclencheur de la fiction soit un événement historique. Donc, quand je parle d'Héliopolis et j'essaye de donner un cadre historique à Héliopolis,
Le début du roman commence par la mort de Nasser et la fin se termine par l'assassinat de Sadat. Ça, c'est un cadre historique pour les critiques. Si quelqu'un veut plus ou moins situer l'action entre une date et un début et une fin. Mais ce qui a déclenché l'écriture d'Héliopolis était complètement ailleurs. Je n'avais pas en tête l'idée de, voilà, je vais écrire un roman sur les années 1970 au Caire, ou dans le quartier d'Héliopolis. Et là, je vais raconter qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu tel incident, tel... Pas du tout, c'était pas ça du tout. Je voulais raconter la vie de cette petite jeune fille qui a 5 ans et comment elle voit le monde au cours de ces 10 années ou 11 ans et comment elle réussit à la fin de se créer une conscience. Et cette conscience-là, elle est créée, pour vous raconter un peu Héliopolis, à travers les objets. Donc, il y a un chapitre sur les salles à manger, un chapitre sur les chambres à coucher, un chapitre sur les jouets, et ainsi de suite. Donc, à travers les objets et les personnages qui entourent cette jeune fille-là, il y a la maman, il y a la grand-maman et 2 tantes, donc c'est plutôt une sorte de harem, il n'y a que des femmes autour d'elle. Je reconstruis un monde, une vision de ce que était Héliopolis, mon quartier à un moment donné, dans les années 70. Mais ça, c'est le background. Ça n'a jamais été l'ultime but de l'écriture. Alors que tu vois tout à fait l'opposé de cette situation-là dans plein de romans égyptiens qu'on peut citer sur la guerre, Donc, c'est très facile de dire tel roman parle de la guerre de 1973. Parce que le roman en entier est une illustration de ce qui s'est passé pendant la guerre. Mais c'est très difficile de dire Héliopolis est sur les années 70. Très difficile. Il faut lire le roman pour le voir. Alors, ça, c'est une ambition d'écriture. Ce n'est pas une ambition de position d'écrivain. C'est-à-dire que je ne me pose pas comme écrivain. Mais j'ai une ambition, au niveau de l'écriture, d'amener quelque chose que les gens n'ont pas lu avant et qui se rapproche, pas des écrivains égyptiens, mais qui se rapproche peut-être de mes idoles à moi. Kafka ou Borges ou Saramago ou Proust. Alors il y a cette rupture même vis-à-vis de l'histoire de la littérature. Quand je parle de mouvement, je bouge aux antipodes ou contrairement au mouvement de la littérature nationale. Donc ça ne m'intéresse pas d'être qualifiée comme auteure égyptienne ou auteure canadienne. Donc, je ne vais pas commencer à écrire sur le Canada pour être auteure canadienne. C'est pas ça. Je veux être auteur, point. Ou romancière, point. Donc que je sois lue un peu partout dans le monde sans cette affiliation nationale-là. Et c'est une ambition que je pense être légitime. C'est-à-dire un écrivain, il peut avoir cette ambition-là. Personne ne doit lui imposer quoi que ce soit et dire non, 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 tu restes égyptien ou tu restes arabe ou tu restes le représentant de telle ou telle société. Pourquoi ? Le mainstream, c'est comme ça. C'est très bien, puisque ça existe, que ça continue. Mais je ne veux pas faire partie de ce mainstream. Je veux faire partie de quelqu'un d'autre, d'un petit groupe de marginaux comme ça qui peuvent ne pas être reconnus comme les grands écrivains du siècle, mais qui font leur petit chemin. Et ça, c'est une conscience politique. Donc, quand je le dis, c'est une conscience politique, mais qui se manifeste autrement à travers la littérature. Mais c'est très intéressant. En fait, c'est ça, on pourrait... il faudrait faire l'exercice de vous apposer l'étiquette là, qui serait probablement plus longue que le front, là, écrivaine égyptienne de langue arabe, canadienne, immigrée au Québec, etc. C'est facile de mettre un point après écrivain. Tu sais. Oui. Ça s'arrête là. C'est l'essentiel, je pense. Alors, si j'essaye de me créer une place, etc., et l'écriture, c'est un chemin très ardu. C'est pas... C'est-à-dire que je déteste mon poste de professeur à cause de ça. Parce que j'ai pas le loisir de... J'ai toujours les étudiants, et j'ai toujours l'administration, et j'ai toujours...
J'ai besoin du salaire, donc. Mais c'est ça. Si j'ai le loisir de rester chez moi, parce qu'un roman, c'est aussi une forme d'accouchement qui prend du temps. Et je ne suis pas du genre, il y a des écrivains qui peuvent dire, voilà, je me réveille à 6 heures du matin, de 7 à 9, j'écris, de 9 à 10, je ne suis pas comme ça. Moi, il me faut 10 jours de solitude et je dis toujours ça à mes enfants. J'ai 2 fils, alors le jeune, il a 14 ans et chaque fois que je lui parle de mon besoin d'être seul, il ne comprend pas tout à fait ça. Mais être seul dans le sens de être seul et regarder le plafond. Inertie totale, là. Et puis au bout de 10 jours, 20 jours, 30 jours peut-être, je vais cocher quelque chose sur le papier, puis je vais dire, voilà, on commence maintenant. Mais sinon, ça ne vient pas comme ça. Donc, c'est qui sur cette terre-là qui peut se permettre ce loisir de se dire, voilà, pendant 10 jours, je ne fais rien? C'est qui? Personne, malheureusement. Alors, moi, j'ai besoin de ce temps-là pour démarrer un nouveau texte, même un récit, hein, même si on parle d'un texte de 10 pages, c'est très ardu, c'est pas facile, ça ne vient pas comme ça. Et puis, c'est pas une affaire de, voilà, remplir 10 pages. C'est vraiment travailler sur chaque phrase, parce qu'on n'est pas satisfait. On n'est jamais satisfait quand on est auteur. Il y a toujours un manque, il y a toujours cette peur-là que c'est banal. C'est déjà dit, ça n'a pas de sens, c'est pas Proust. Chaque fois je regarde, surtout le roman que j'écris en français, je regarde et je dis c'est nul. Mais je dis que c'est nul parce que c'est pas Proust, justement. Je suis écrasée devant le génie de Proust, malheureusement. Mais j'attendrai un petit peu pour ce roman en français. Je pense que c'est ça. À un moment donné, je vais reprendre le manuscrit et puis je vais regarder le plafond pendant 1 mois et puis on verra qu'est-ce que ça va donner. Je le mets même dans une catégorie plus difficile que ça, parce que oui, il fait partie de ces auteurs qui pensent que la littérature, c'est un manifeste social, où le roman, c'est un manifeste social. Alors, il a écrit ce roman dans ce style-là. Et vous allez voir que la traduction, si vous avez lu la traduction française, elle est 3 fois meilleure que le texte arabe. Donc, le traducteur a vraiment fait un chef-d'œuvre à partir de rien. Le film est excellent. J'ai aimé le film. J'ai pas aimé le roman. Le roman, c'est une liste, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est une liste de différentes catégories de la société égyptienne au cours des 20 dernières années. Donc, il y a de tout. Les pauvres et les riches, les homosexuels et les hétérosexuels, les femmes voilées, les femmes non voilées, les coptes et les musulmans. Donc, tu regardes ça et tu as l'impression de lire Wikipédia sur l'Égypte. C'est gravissime. J'ai détesté ce roman. Ce que je déteste plus, c'est le fait que cet écrivain-là, qui est à la base un dentiste, a fait partie pendant plusieurs années de sa carrière des groupes islamistes. Et puis finalement, il a trouvé moyen de faire partie du système. Donc il travaille pour le pouvoir. Et il sort dans ses discours pour dire qu'il est contre le pouvoir. Donc c'est ce double jeu-là qui m'agace. Ouais. Alors, pour un Égyptien ou une Égyptienne qui connaît l'histoire de cet écrivain, c'est très difficile de l'écouter et de dire oui, voilà, c'est quelqu'un de bien, etc. Mais par contre, le roman, le film qui a été fait à partir du roman était très bon. Et moi-même, j'étais surprise parce que... Oui. Et le groupe d'acteurs sont des Égyptiens aussi, c'est avec de l'argent égyptien. Et c'est-à-dire que c'est une production respectable comme production cinématographique. Alors que le roman... Mais Hitchcock, il avait cette phrase-là qui est fantastique. Il dit toujours qu'un mauvais roman fait un bon film. Mais un bon roman ne peut pas faire un bon film. C'est plus difficile, c'est plus rare.
Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec mon raisonnement, mais c'est pas vraiment une question que je veux poser là. C'est plus un commentaire pour voir ce que vous allez dire. Mais par exemple, là, vous avez parlé de Proust, mais justement chez Proust, il y a la Première Guerre mondiale qui est présente, mais justement Proust c'est pas un écrivain engagé, au sens il transmet pas un message sur ce qui se passe, même s'il y a une réflexion profonde sur les Juifs puis sur l'affaire Dreyfus, tout ça. Puis je pense que dans ce que vous dites, on a parlé tout à l'heure, je pense que c'est Pierre-Luc qui a parlé d'une dialectique de l'histoire, mais il y a aussi une dialectique du politique, parce que le politique, dans ce que vous racontez, est quand même partout présent, sauf que c'est un politique qui est pas un message, là, qui est pas donné comme un message qui vient de l'écrivain qui donne la vérité absolue et un message que les citoyens doivent prendre, alors que ce que vous nous dites, c'est plutôt une littérature qui ne veut pas être un message, parce que c'est une littérature qui veut amener la liberté de penser. Là. C'est là où, je ne sais pas si vous allez être d'accord, c'est moi qui ajoute ces mots-là, mais puis je pense que de ce point de vue-là, tout ce que vous nous avez dit, c'était pas cynique, parce que justement, peut-être que amener la liberté de penser par des petites choses, par des petits romans, c'est la vraie façon de changer le monde. Oui, il y a changer le monde, c'est un rêve légitime, je dirais. On rêve tous à ça de différentes façons, etc. Mais moi, je pars d'une position antinationaliste. Alors, l'antinationalisme se manifeste pas seulement contre le nationalisme égyptien, ni contre le nationalisme arabe, ni contre le nationalisme canadien, ni contre le nationalisme américain. Il se manifeste contre le nationalisme, point. C'est un principe de base. Alors, quand je lis Kafka, je ne pense pas « Oh, Kafka, il est tchèque, qui écrit en allemand, qui a vécu, qui est à moitié... qui est juif, mais qui a écrit en yiddish, et qui a... » Hein? C'est pas ça. Borges, c'est un Argentin qui... Non, toutes ces explications-là qui émergent d'une classification nationale ou nationaliste, je les trouve aberrantes. Alors, à partir de cette position-là, je fais une critique de l'intégration de la vision politique dans l'œuvre d'art. C'est à partir de cette position, mais sans complètement nier le fait qu'il y a toujours des ponts à faire, surtout dans la critique. Si je fais la critique de mes propres romans, sûrement je trouverai une possibilité de lire ces romans-là d'un point de vue politique, parce que c'est là. Hein? Pourquoi je fais la référence aux funérailles de Nasser en disant qu'il y avait des millions de personnes dans les rues? Pourquoi? Il doit y avoir une explication derrière cette petite scène-là qui dure peut-être une page dans le roman. Il y a un désir de ramener la popularité de Nasser, l'importance de Nasser pour son pays à cette époque, etc. Donc il y a sûrement une lecture politique à faire. Mais ce que je dis, c'est que des fois, tu as l'impression que l'auteur, il part, on dirait qu'il est un politicien égaré ou un politicien manqué. Il part de cette base-là et il trouve que c'est la seule base valide et stable et solide, etc., pour créer de la fiction. Et ça, on le voit systématiquement dans les littératures arabes en général. En Syrie, au Liban, en Égypte, un peu partout dans le monde arabe, c'est un peu ça. Pourquoi? Parce que l'auteur manqué, là, ou le politicien manqué sous forme d'auteur, il pense que la seule façon de légitimiser son discours, c'est de le relier à la politique et d'avoir une position de politicien, d'écrivain de gauche. Parce que là, la gauche aussi en Égypte, c'est un peu, ou dans le pays arabe en général, c'est un peu le lieu idéal de l'écriture. Contrairement à ce qu'on peut peut-être penser que les islamistes ont plus de pouvoir, etc. C'est pas le cas dans le domaine de la littérature. C'est vraiment des écrivains de gauche qui écrivent la plupart du temps. Et à partir du moment où on se dit écrivain de gauche avec une position telle ou telle sur ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe dans les pays arabes, il y a forcément quelque chose qui rentre dans la littérature et qui bousille la littérature. C'est ça que je trouve fâcheux.
je trouverai la même chose, je peux faire des commentaires similaires sur d'autres écrivains dans d'autres pays. Par exemple, moi, parmi les grands auteurs que j'aime, c'est Milan Kundera. Kundera, c'est un Tchèque qui a vécu en France depuis les années 1970, qui a écrit en tchèque, qui a été traduit en français, et puis qui a écrit quelques romans en français directement. Milan Kundera est un grand critique du nationalisme tchèque, mais c'est un grand critique aussi du nationalisme français. Et je pense que cette position-là l'a beaucoup aidé à développer un discours romanesque tout à fait en marge de... C'est-à-dire qu'il parle du printemps de Prague. Il parle des incidents du communisme, de la montée du communisme dans son pays. Mais ce n'est pas ça l'essentiel de son œuvre. L'essentiel de son œuvre est dans l'écriture. Donc c'est un écrivain solide qui dépasse les frontières de cette façon-là. Et une de mes ambitions, c'est d'arriver à atteindre ce niveau-ci de l'écriture. De dépasser la note qu'on ajoute toujours à mon nom. Auteure égyptienne ou auteure égyptienne, trait d'union canadienne. Parce qu'il n'y a rien dans mon écriture qui est forcément égyptien ou forcément canadien, à mon avis. Mais toutes les critiques sont possibles. On peut faire une critique psychanalytique de ce que j'écris, on peut faire une critique historique de ce que j'écris, politique de ce que j'écris. Parce que toutes ces critiques-là sont valables. Parce qu'il y a quelque chose dans le texte qui peut se lire de ce point de vue-là. Sociologique, etc. Absolument. Les femmes égyptiennes, on peut lire l'histoire du féminisme égyptien dans Héliopolis d'une certaine façon. Mais est-ce que c'était ça mon intention d'auteur? Est-ce que c'est ça la chose la plus importante? Et l'autre question qui s'impose, est-ce que si je lis ce roman de ce point de vue-là, est-ce que je fais justice au roman? Ou est-ce que j'impose une vision sur le roman? Alors souvent, quand il y a une seule lecture de ce roman, une seule entrée, cette entrée-là est une parmi plusieurs. Et il faut juste prendre compte de la complexité de ce que le texte offre au lecteur. Alors souvent, les comptes rendus sur Héliopolis ou sur Donyazad ou sur Les Murailles du Paradis, c'est des comptes rendus qui disent que c'est très difficile de tout couvrir. Parce qu'il y a plein de layers, multiple layers. Il y a plusieurs niveaux. Et on peut jouer avec ces niveaux. Et moi, j'aime jouer. J'aime faire ce jeu avec le lecteur. C'est-à-dire qu'il rentre dans le texte et qu'il se perd. Qu'il ne sait pas où est-ce qu'il va catégoriser ce texte-là. Il va le mettre sous... C'est très facile de dire, voilà, littérature arabe, parce que c'est écrit en arabe. Mais encore, quoi d'autre? Comment il se distingue par rapport à cette littérature arabe? Alors, il y a eu pas mal de recherches académiques qui ont été faites sur ces romans dans les pays arabes, dans différents pays arabes, des thèses de doctorat ou de maîtrise, des trucs comme ça, sur les romans. Et quand je les lis, je vois comment la personne qui lit se trouve dans une sorte d'impasse. Parce que autant c'est facile d'avoir une position et de l'imposer sur le texte, autant que c'est difficile de vraiment aller dans les détails du texte et de voir la complexité de ce que le texte peut offrir au lecteur. Donc, quand c'est traduit en français, il y a plein de gens qui lisent ça et se disent, voilà, si on enlève le mot Héliopolis, on pense que ça se passe dans un quartier quelconque à Paris. Et je sens que c'est une réussite quand quelqu'un me dit ça, je sens que j'ai réussi quelque part. Kundera, il parle aussi de la petite littérature et de la grande littérature. La petite littérature est une littérature provinciale qui pense tout le temps « je vais représenter le Québec ». C'est un horizon très limité, très limité. Il faut représenter la littérature, il faut aller vers les cimes. Mais quand on cherche, voilà, non, mais en plus de ça, je veux représenter la réalité franco-ontarienne. Ça m'agace des fois. Ça m'agace pourquoi? Parce que malheureusement, l'ambition littéraire disparaît dans ce genre de petites ambitions. Je trouve que c'est trop limité. Mais si on arrive à travers cette réalité québécoise ou à travers cette réalité franco-ontarienne à écrire un texte comme Michel Tremblay ou comme Monique Proulx ou comme
les grands auteurs que j'aime là, j'oublie les noms. Régent Ducharme, c'est d'une beauté extraordinaire. Et j'oublie que c'est un Québécois. Ça ne m'intéresse pas que Monique Proulx soit québécoise ou pas. Ça n'a rien à voir. Elle est auteure et solide. Et son ambition, c'est de ne pas représenter. N'est-ce pas? Alors moi, mon ambition, c'est un peu la même. De ne pas représenter la littérature égyptienne ou canadienne. C'est un peu ça. C'est un peu provocateur aussi. Hein? Ça, il faut le dire. C'est pas tout le monde qui va dire oui, oui, on est d'accord avec toi. C'est vraiment un petit groupe qui va dire oui, oui, on est d'accord. Mais le grand nombre de... C'est-à-dire que si je sors sur la télé en Égypte et que je dis ça, les gens vont me huer. Et c'est ce qui se passe. C'est normal. Parce qu'ils sentent tout le temps que c'est comme si je suis en train de me positionner contre eux. Alors que c'est pas ça du tout. Je me positionne par rapport à la citoyenneté de la littérature. La littérature comme citoyenneté, mais pas au nationalisme, par rapport au nationalisme. C'est tout. Donc c'est légitime à mon avis. C'est un choix. C'est intéressant cet engagement poétique finalement, puisque vous avez dit que vous refusiez l'engagement nationaliste, mais c'est un engagement qui est davantage poétique, il me semble, au sens très large de la poésie, évidemment. Puis vous disiez qu'en Égypte, on vous huerait probablement, ce genre de commentaire-là. Puis mon commentaire, l'intervention que je fais n'est pas très pertinente, mais c'est juste que ça me fait sourire, puisque je pense au Québec, à Victor Lévy-Beaulieu, par exemple, qui serait probablement très rapide à prendre le crayon pour vous dénoncer. Victor Lévy-Beaulieu qui traite Yann Martel de traître, par exemple, puisqu'il a choisi d'écrire en anglais. Alors, je trouve ça intéressant, cette position-là, qui est à la fois celle d'un paria, d'une certaine façon, mais aussi d'une marginale qui... En tout cas, vous me direz si j'ai raison de le voir ainsi, mais qui met la littérature, puis on va encore jouer avec des majuscules, mais avec un L majuscule au lieu d'un L minuscule, avant la nation, avant la langue, avant le pays, quel qu'il soit, en fait. Oui, je trouve ça très intéressant. Je mets la littérature, la pensée, la philosophie, avant tout ça, avant l'État-nation, bien entendu, sans hésiter une seconde. Quand je pense à quelqu'un comme Nancy Houston, par exemple, qui écrit dans les deux langues, n'est-ce pas, et qui vit un peu à Paris, un peu ici, ça, c'est une auteure aussi de grand calibre. C'est un auteur solide. Alors là, tu lèves ton chapeau à cet auteur. Mais tu ne lèves pas ton chapeau parce que Nancy Houston est canadienne. Tu lèves ton chapeau parce que Nancy Houston écrit bien. C'est l'essentiel. Alors nous, on essaye de défendre toujours la littérature nationale aussi. Bon, ok, c'est une affaire d'argent un peu, d'institution un petit peu, de politique un petit peu, d'accord, c'est parfait. Je suis pas contre. C'est-à-dire que je suis pour la contiguïté, que le fait que tout ça existe l'un à côté de l'autre. Mais la plupart du temps, un écrivain, il cherche à s'emparer d'un certain pouvoir. Alors l'écrivain qui s'empare du pouvoir, il veut s'emparer de ce pouvoir-là pour opprimer quelqu'un d'autre. Et les écrivains, ils ne sont pas, des anges. C'est aussi des gens qui cherchent à avoir du pouvoir. Alors la question va rester, quelle forme de pouvoir, quelle sorte de pouvoir? Alors moi, le pouvoir que j'ai, c'est le pouvoir de la reconnaissance éternelle de l'écriture. Tu vois? Donc 200 ans plus tard, 300 ans plus tard, j'espère que quelqu'un va trouver Don Yazad ou Héliopolis toujours intéressant. Donc cette éternité-là. Mais ce n'est pas le pouvoir de devenir rédacteur en chef d'un magazine littéraire et puis de dire à tout le monde comment écrire et quoi écrire et comment ne pas écrire et comment... Hein? Tout ça, c'est des écrivains qui sont à mi-chemin entre écrivains et politiciens, qui jouent avec l'écriture, en fait, pour gagner plus d'espace et pour dicter aux autres qu'est-ce qu'il faut écrire et qu'est-ce qu'il ne faut pas écrire. Tout simplement. Alors, on a ce statut-là partout dans le monde. Dans le cinéma, il y a Denis Arcand et il y a Robert Lepage. Et il y avait Falardeau. On est d'accord là-dessus. Bon, la contiguïté permet à ces trois écrivains-là d'exister comme trois grands écrivains québécois.
cinéastes québécois, n'est-ce pas? La contiguïté permet. Jamais Robert Lepage ne va dire Falardeau ne doit pas faire ses films, ou Falardeau ne doit dire à Robert Lepage ne fais pas tes films de cette façon. Chacun a sa façon de voir les choses. Mais Robert Lepage, pour la grande majorité, sera souvent hué sur ses positions. Parce que c'est un universaliste, c'est un internationaliste, c'est quelqu'un qui dépasse le provincialisme, qui va chercher quelque chose d'autre. Tous ces films ont rapport avec quelque chose d'autre. L'Allemagne, la Russie, le Cirque du Soleil, et ainsi de suite. Donc interdisciplinaire, très critique vis-à-vis de sa propre société, fort, mais fort par son art. Mais il sera dans les comptes rendus, et j'en ai lu souvent des comptes rendus anti-Robert Lepage, qui disent qu'il n'est pas québécois. Mais est-ce que lui, il veut absolument, c'est son rêve ultime, d'être québécois? Non, il est québécois, personne ne peut lui nier ça. Hein? Mais son rêve ultime, c'est de faire le cinéma qu'il fait, ou le théâtre qu'il fait. N'est-ce pas? Et je le respecte pour ça, qu'il dépasse le provincialisme et le nationalisme et tous ces discours-là. Même chose pour Denis Arcand. J'ai écrit sur Denis Arcand et Robert Lepage, en fait. J'ai écrit un texte académique qui a été publié là-dessus, sur leur œuvre. C'est des gens que je respecte beaucoup, parce qu'ils n'ont pas cette vision-là. Justement, je me demandais, est-ce que le fait d'écrire un livre en français, est-ce que c'est un effort de vous séparer de cette espèce de carcan d'écrivaine arabe, ou c'est seulement venu tout seul, l'envie d'écrire en français? Non. C'est-à-dire que d'abord, j'avais commencé à écrire ce roman, en particulier en arabe. J'ai peut-être écrit une 20aine de pages par là, mais ça se passe entre la France et Montréal. Et il y a des personnages qui sont français de France. Et à un moment donné, j'ai trouvé que c'est difficile. Quand j'écris leur discours en arabe, ça sent comme traduit ou faux. Alors je me suis dit, je vais me lancer dans l'écriture en français. Et ça, c'était un rêve, un défi pour moi pendant plusieurs années, parce que j'ai commencé à apprendre le français à l'école à l'âge de 4 ans. Donc je considère le français comme ma langue, presque ma langue maternelle. Et donc, j'ai commencé à écrire en français à partir de l'impasse de l'écriture en arabe, en fait. Et puis, quand ça a avancé, j'ai écrit 150 pages, j'étais super heureuse. Je me suis dit, c'est parfait, le roman est là. C'est en français, voilà, je suis satisfaite. Mais comme d'habitude, il faut mettre le roman, laisser mijoter, comme je dis. Le mettre dans le tiroir, l'oublier complètement, 6 mois, 7 mois, 8 mois, et puis le relire et voir, avant la décision de publier. Parce que si on est heureux de soi-même comme ça et on s'est dit, voilà, j'ai terminé et j'ai mis le mot fin, là, je donne le manuscrit à un éditeur, je le regrette. Alors, il ne faut pas regretter. Et j'ai toujours fait ça. Il n'y a aucun livre qui a été publié tout de suite comme ça. Alors, je l'ai mis dans mes tiroirs et quand je l'ai relu, j'étais complètement dévastée. Je l'ai détesté, je trouvais que c'était nul, que ça n'a aucune valeur et que c'est pas Proust et donc non publiable. Et c'est cette décision-là qui me fatigue un petit peu. La décision, en fait, de passer de manuscrit à remettre à un éditeur. Et même mon éditeur, chez Actes Sud, il me dit « Mais envoie le manuscrit, je serai le seul à le lire et je te donnerai un avis. » Mais j'ai honte, j'ai peur et j'ai honte. Je ne veux pas lui soumettre quelque chose qu'il va dire « Oui, bon, bof, pas mal. Ok, on le publie. » Parce que j'ai un contrat, ils vont le publier, n'est-ce pas? Mais j'ai peur. Parce que la France aussi est un pays, un grand pays de production littéraire. C'est gigantesque. Et le roman qui n'attire pas l'attention le premier mois de sa sortie sera dans la poubelle. Tellement il y a des choses qui sortent. Donc moi, j'espère avoir quelque chose de nouveau à dire ou à raconter. C'est un roman sur le voyage entre plusieurs pays et entre plusieurs époques aussi. Et j'ai eu pour ce roman, justement, j'étais très fière de ça, j'ai eu une bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec quand j'étais à Montréal, quand j'habitais à Montréal. Et une fois, j'ai rencontré la directrice du Conseil des arts et des lettres du Québec.
dans un événement très mondain, etc. Et par hasard, on s'assied l'une à côté de l'autre et on commence à parler, puis on se présente. Puis moi, je lui ai dit mon nom. Et là, elle me regarde et elle me dit « Comment ça? Vous avez eu une bourse chez nous ?» J'ai dit « Oui, je viens... » Il y avait comme 3 ou 4 mois que j'ai eu la bourse. Et elle m'a dit « C'est très étonnant. J'ai eu le maximum de la bourse, $20 000, pour écrire le roman. Et je l'ai eu à la première fois. Donc, quand j'ai appliqué, je l'ai eu directement. Et là, elle m'a dit, j'ai retenu votre nom parce que non seulement vous êtes égyptienne et que vous voulez écrire en français, mais parce que vous l'avez eu à la première demande. Donc ça, tu ne peux pas imaginer combien j'étais heureuse de parler avec cette dame-là et d'avoir cette confiance que j'ai une place. Que, voilà, si j'écris en français, j'aurai cette place ou cette reconnaissance-là. Et c'est ça qui m'a poussée à finir le roman, en fait. À ce moment-là, quand j'ai eu la bourse, je n'avais pas de travail fixe. Et donc, je pouvais ne pas chercher à travailler à la pige et tout ça. Et je n'avais pas ce poste ici à l'université. Et donc, j'ai pu avancer sur le roman. Mais j'hésite encore. Alors, on verra. Vous aviez suggéré tout à l'heure de lire quelques extraits, peut-être, mais si vous avez envie de le faire, bien sûr. Alors, c'est toujours le va-et-vient et ce sont des chroniques. J'ai passé pour la première fois quelques jours dans l'un des villages touristiques qui longent la côte nord de la Méditerranée. J'avais l'habitude d'aller à Alexandrie, mais j'ai graduellement perdu plaisir à fréquenter ces plages. L'une des raisons est que je suis de cette génération qui, depuis toujours, porte un maillot de bain traditionnel tel qu'on les connaît partout. Mais les plages d'Alexandrie se sont mises à désigner le port de ce maillot comme étant indécent, voire honteux, et plusieurs femmes, de celles qui n'ont pas opté pour le hijab, donc le voile musulman, ont déserté les plages publiques vers les plages privées. Mais voilà que des tribus de femmes voilées ont envahi aussi les plages privées, imposant une couleur religieuse qui se veut en apparence une norme de décence, mais qui au vrai est un puits de régression et d'ignorance. Une junte pagailleuse non éduquée s'est incrustée sur les plages publiques de sorte qu'elles sont devenues infréquentables. Et les symptômes de la nouvelle religiosité se sont aussi ancrés sur les plages privées. Pour moi, les plaisirs d'Alexandrie se sont réduits aux cafés et restaurants et à la promenade sur la corniche. Car de nager avec un maillot d'une pièce ou un bikini est graduellement devenu une dangereuse aventure dans ces mêmes lieux qui, à peine quelques années plus tôt, étaient largement ouverts à moi et à d'autres comme moi. Mes amis m'ont dit qu'on trouvait la solution dans les nouveaux villages touristiques de la côte nord. Je les ai crus et j'ai loué un chalet dans un de ces élégants villages calmes où l'on retrouve la beauté et le plaisir de vivre d'antan. Le premier jour, je suis allée à la piscine avec mon mari et mes 2 garçons. J'ai constaté à mon arrivée que j'étais une minorité visible. Peu de femmes portaient un maillot traditionnel. Les majorités écrasantes étaient vêtues d'un étrange accoutrement ressemblant à l'habit de Catwoman. J'ai compris plus tard que cela s'appelait le maillot légitime. Il est composé d'au moins 4 morceaux et de plusieurs couches recouvrant tout le corps, sans toutefois cacher ses rondeurs. J'ai pris des photos de ces divers modèles pour mes archives. Bien sûr, personne ne sait d'où vient le nom de ce maillot et qui lui a donné sa légitimité, la retirant du même coup à tous les autres maillots de la planète. Ainsi, j'étais le point de mire de tous les intégristes, croyants et croyantes, mâles et femelles, parce que mes bras et mes jambes n'étaient pas recouverts de stretch noir et que mes cheveux n'étaient pas cachés sous le bonnet de l'homme grenouille. J'ai passé 2 heures à la piscine avant de m'avancer vers la plage. Tout près de la plage, il y a une autre piscine réservée aux propriétaires des chalets privés qui donnent sur la mer et qui semble n'appartenir qu'à des gens riches. Là, j'ai vu un grand nombre de femmes portant des maillots traditionnels et très peu de Catwoman. Est-ce une affaire de milieu social? Je n'en suis pas sûre. Jadis, la différence entre les milieux était marquée par celles qui portaient les maillots d'une pièce et celles qui portaient les bikinis. Les 1 pièce pour les filles de la classe moyenne et les bikinis pour celles de la classe riche ou celles qui veulent en avoir l'air.
Dans les couches populaires, c'était la djellaba qui était, et elle est encore, la culotte de bain incontestée. Je me suis dit que ce maillot légitime, ajouté à la mode de hijab, qui s'est abattue sur nous depuis 30 ans, est plutôt un symptôme porteur d'espoir quant à la fin prochaine de cette mode, ou du moins à un prélude à l'ouverture d'un débat sur sa légitimité. Mais d'autre part, de plus en plus de femmes se posent la question de la légitimité du hijab comme signe religieux. Elles préfèrent plutôt l'idée d'une simple décence vestimentaire. Comme si elles se souvenaient soudain de notre histoire contemporaine, celle de nos grands-mères habillées décemment à la manière de Hoda Sha'rawi et Kalsoum. Ce sont deux grandes figures de féministes de l'Égypte qui ne portaient pas le voile dans les années 1920, 1930, 40. Le nombre de bonnets qui cachent les cheveux mais laissent le cou découvert s'est alors propagé, ainsi que le caftan, long jusqu'à mi-mollet. On a vu apparaître aussi le body et le pantalon en stretch, qui rappelle la mode des années 70, mais qui la dépasse en symptômes d'exhibitionnisme, de maniérisme et de voyante séduction. Ce genre de hijab n'est plus du tout un signe de décence, mais une mode qui n'a rien à voir avec les bonnes valeurs et n'édifie pas celui qui la suit, surtout quand érupte de sa face et de son corps le manque d'éducation, l'effronterie des regards et l'impudeur. Le maillot traditionnel n'attire pas le regard parce qu'il est illégitime, mais parce que les gens ont pris l'habitude de se juger mutuellement, ignorant les valeurs liées à la tolérance et l'art de côtoyer la différence. 30 ans après que la croyance religieuse ait été imposée à la société, on constate qu'elle n'a pas réussi à discipliner les mœurs et à modifier le comportement éthique. Les gens pensent toujours que le voyeurisme est légitime, que les commentaires hypocrites, les clignements d'œil sournois et parfois les paroles désobligeantes sont un droit acquis. Ils considèrent que tout ce qui ne suit pas la marche du troupeau est sujet à voyeurisme et à jugement de la part du troupeau, même si le dit troupeau est dénué d'éducation, de politesse et de culture. L'étonnant, c'est qu'au Canada, les gens évitent de regarder les autres dans les rues et dans les lieux publics par souci de décence et de respect. Ils considèrent que chaque personne possède son espace privé, que personne n'a le droit d'espionner. Ils croient à ce principe et ils l'appliquent. Des fois, j'ai le sentiment que les gens du Canada sont beaucoup plus éduqués que nous ici en Égypte et que de vivre dans un pays non musulman qui croit à la politesse est bien meilleur que de vivre dans un monde musulman qui n'y croit pas. À la piscine, je me suis retrouvée dans un face-à-face constant avec des gens que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas non plus. Et comme ils me regardaient, je me suis mise à les regarder à mon tour. Ils ne détournaient pas les yeux de moi et je les fixais aussi. L'air de la piscine est transformé en champ de guerre. Un groupe contre quelques individus. Les femmes me regardent avec un certain mépris d'un œil accusateur, considérant qu'elles sont les vraies décentes. Et les femmes me regardent et les hommes me regardent avec effronterie et indécence, considérant que je leur ai donné l'occasion licite de regarder. Mais le véritable affrontement ne se situe pas entre celui qui regarde et l'objet de ce qu'il regarde, ni entre le maillot traditionnel et le maillot légitime. Chacun d'eux a le droit d'exister. L'affrontement réel se fait entre un groupe qui croit à la liberté de choix et d'expression et un groupe qui nie ses droits au nom de la correction et de la religion. La question en est une de droits fondamentaux saccagés. Le droit à s'exprimer librement par les mots, les gestes et les comportements, le droit de penser, le droit à la différence. Des droits fondamentaux que n'interpellent que ceux qui, comme moi, rêvent à un monde meilleur. Alors ça, c'est une chronique qui a été publiée en arabe d'abord et pour laquelle j'ai reçu plein de emails, bien sûr, m'insultant, n'est-ce pas? Parce qu'une Égyptienne décente, d'abord, ne met pas de maillot de bain, ne va pas à la plage. Et si elle le fait, il faut qu'elle mette ce Batwoman, ce Catwoman. C'est vraiment aberrant de voir cette sorte de maillot qui montre seulement le visage. Et puis tout est stretchy comme ça, noir, noir, noir. Et puis une sorte de tutu en couleur ici, comme les ballerines là.
et la chose sur la tête, un fichu sur la tête en couleur, de la même couleur. Et puis tu vois ça et c'est parfait, c'est bien. Si on est pratiquante musulmane, etc., c'est la façon d'aller à la plage et puis d'aller dans l'eau. C'est très bien. On a tous le droit de nager, n'est-ce pas? Mais avec ça, il y a un manque terrible d'éthique sur tous les niveaux. Donc toute cette couverture-là, toute cette mascarade, cette façade de décence et de nanana, ça cache la réalité fondamentale que ce sont des gens qui sont mal éduqués, aucune éthique, qui se donnent la permission de te regarder, de te critiquer, de te huer dans la rue, etc. Et qui, par-dessus le marché, pensent qu'ils sont sur le droit chemin. Et ils se donnent comme exemple, n'est-ce pas? Alors, quand j'ai écrit ça, c'était un peu, je m'y attendais, mais j'étais contente parce que ça prouve aussi qu'on a une marge de liberté d'expression dans les journaux et tout. Donc, ils ont publié ce texte. Et dans le texte, je dis pratiquement que le hijab est anti-religieux, que ce n'est pas une décision fondamentale de la religion, c'est vraiment un choix personnel. Et tout ça, ça va contre les discours religieux, contre la majorité des gens, etc. Mais quand je suis retournée pour faire le lancement du livre et que les gens m'ont demandé de relire ce texte encore une fois, il y a eu pas mal de gens dans les salles qui parlaient avec moi, qui discutaient avec moi de ce texte, en me disant que la chose qui les a vraiment touchés, c'est le dernier paragraphe où je dis qu'il ne s'agit pas de dire « à bas le maillot Catwoman et le seul maillot légitime, c'est mon maillot à moi ». C'est pas ça du tout. C'est le fait qu'on se retrouve dans une situation de conflit où un groupe dit à l'autre groupe « tu n'as pas le droit d'exister ». Et c'est cette situation de conflit-là, c'est un principe. Il faut aller contre ce genre de conflit. Parce que personne ne possède la réalité, la vérité totale. En Europe, malheureusement, on pense en Europe et en Occident en général, on pense qu'on a le droit de dire aux femmes voilées ne vous voilez pas. Parce que ça, c'est une oppression. Qui le dit? Ce sont des femmes voilées qui vont à la plage, qui ont un travail, qui sont éduquées à l'université, qui sont assez ouvertes, mais d'une façon ou d'une autre, il y a une mode qui s'est installée depuis 30 ans et c'est la mode du hijab. Ça va disparaître. Moi, je suis sûre que ça va disparaître. C'est en train de disparaître. Mais c'est une mode et un choix personnel quelquefois. Il ne s'agit pas de dire « fais ça » ou « ne fais pas ça ». Il s'agit de trouver le moyen d'accepter les principes de base. Le principe de base, c'est la liberté d'expression. Donc si c'est une forme d'expression que je porte le maillot traditionnel et pour l'autre, c'est une forme d'expression de porter le maillot Catwoman, elle a le droit. Alors, souvent, les gens lisent à la hâte, etc. Mais comme ce sont des chroniques, et c'est des chroniques où je dis moi, il n'y a pas de fiction là-dedans. C'est vraiment le va-et-vient entre le Canada et l'Égypte. Et c'est moi qui parle tout le temps à propos du Canada ou à propos de l'Égypte. Les gens prennent ça comme un outil contre eux. Comme si je suis en train de les poignarder ou de les provoquer. Et c'est souvent le juste milieu qu'il faut trouver quand on parle avec les gens pour dire « je ne suis pas contre vous ou les autres ». J'essaye d'arriver à un milieu, un espace médiane comme ça où l'on peut s'entendre sur les principes. Si moi je ne te dis pas « ce hijab est incorrect et n'a aucune base et vas-y, enlève ce hijab, je ne devrais pas être ton ami si tu portes le hijab ». Toutes sortes de choses comme ça que les gens de fois disent. Si je ne te le dis pas, je m'attends aussi à ce que toi, tu respectes ma décision de ne pas le porter. That's it. Donc, il y a plein de textes comme ça où je montre l'exemple du Canada aussi à des lecteurs égyptiens qui pensent que le Canada, c'est la débauche totale. Parce que ça c'est l'image. Oui, c'est des gens qui vont au bar tous les soirs pour se saouler.
qui ne travaillent pas. Les filles portent des mini-jupes et ne sont pas décentes et elles couchent avec tout le monde. Ça, c'est une réalité. Pour les Égyptiens, c'est un peu ça. Les stéréotypes sont comme ça. Alors, quand je leur dis, moi, je ne rentre pas dans les détails de ce genre de stéréotypes parce qu'ils sont plus forts que moi, n'est-ce pas? Mais j'essaye de montrer l'autre face où, par exemple, il y a cette politesse et cet respect de l'individu qu'on trouve au Canada. Et ce respect-là est essentiel. Et c'est ce que nous, on n'arrive pas à construire dans nos sociétés. D'autres textes parlent, par exemple, de comment les Canadiens traitent les aînés et les enfants. Ce sont deux catégories complètement discriminées dans le monde arabe. Il y a une grosse discrimination contre les enfants parce qu'ils ne savent rien, c'est les enfants, et donc il faut les opprimer. Et contre les vieux, parce que, tu sais, on ne va pas dépenser beaucoup d'argent pour qu'un vieil homme, un vieux grand-père ou une vieille grand-mère aille à l'hôpital pour faire elle va mourir. Peut-être qu'on va utiliser cet argent pour nous. Hein? Il y a cette mentalité-là. Alors, il y a plein de textes qui parlent du Canada dans ce style. Que regardez d'abord la grosse question, comment le Canada, si on compare le Canada à d'autres pays dans le monde, comment le Canada est un pays d'immigration sans conflit majeur. Ça, c'est quelque chose que les gens en Égypte ne comprennent pas. Comment ça se fait que toutes ces minorités-là vivent dans la paix, qu'il n'y a pas eu de guerre civile, ni... Il y a des formes de discrimination, etc. On sait ça tous, hein, c'est normal. Mais en dehors de ça, la loi protège tout le monde. Donc, quand je donne des exemples comme ça, les gens ouvrent les yeux grands et ils disent « Ah, tiens, on ne savait pas. » Et puis, tout d'un coup, il y a des gens qui me disaient à propos de ça, ils trouvent que le Canada est plus musulman que les pays musulmans. Dans le sens où on pratique les vraies valeurs de la religion, etc. Mais les valeurs, c'est quoi? C'est universel. C'est le respect de l'autre. C'est la spiritualité dans le sens très large du terme. Il ne faut pas faire la prière 5 fois par jour ou se couvrir la tête pour être religieux. J'ai plus de spiritualité peut-être que d'autres femmes voilées et ainsi de suite. Donc, je pense que ça a changé quelque chose, ce livre-là. Même avec 1000 exemplaires. Ça a changé un peu une façon de voir, ne serait-ce que dans ma famille ou dans mes amis ou dans les gens qui l'ont lu, etc. Et j'espère quand il sera traduit que ça changera aussi quelques stéréotypes qu'on a sur les Égyptiens. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait intervenir avant qu'on conclue? Puisqu'il faut malheureusement libérer la place pour de la musique reggae ce soir, c'est ça. Donc, je vous remercie beaucoup, Madame Telmisani. Je pense qu'on pourrait vous servir un peu d'applaudissements. Une conférence qui respecte très bien l'esprit dans lequel on voulait que ça se déroule, donc un esprit de convivialité, peut-être à plus petite échelle que ce à quoi je m'attendais, mais enfin, je suis quand même très content d'avoir pu assister à votre conférence dans laquelle on a parlé de choses tout à fait qui peuvent sembler à l'opposé l'une de l'autre, comme le maillot de bain et puis la petite histoire et puis le fragment, voilà. On a fait quand même beaucoup de chemin depuis le début de la conférence. Donc voilà, je voulais vous remercier et j'espère que dans la salle, en fait, dans le salon, vous avez apprécié autant que moi. Et puis, j'en profite pour vous inviter, si vous voulez vous déplacer à Montréal, en fait, je m'approche du pamphlet, vous pourrez en prendre en quittant. C'est qu'on a une conférence à Montréal le 16 février, donc la semaine prochaine, conférence de Bertrand Gervais qui va clore la séquence de conférences à Montréal, et ensuite on en a 3 à Québec. Donc si vous êtes dans la région de Québec en mars et en avril, on a René Audet, Benoît Doyon-Gosselin, France Fortier et André Mercier qui vont faire des conférences. Et je vous invite aussi à visiter le site web salondouble.contemporain.info
vous avez ça à l'endos du pamphlet, où on va mettre éventuellement la conférence de Madame Telmisani disponible pour télécharger, donc si vous voulez l'écouter dans votre iPod ou à la maison. Et puis sur le site, évidemment, on vous invite à lire les lectures et les textes qui paraissent dans Antichambre. Et si jamais d'aventure vous avez envie de collaborer au salon, vous pourrez lire notre appel de texte et notre protocole de rédaction.